Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dossier extraordinaire que Jacques-Antoine ouvre aujourd'hui, bien qu'il soit relativement ancien, est tellement exemplaire qu'il est absolument nécessaire de le faire figurer dans cette série d'émissions. Et il n'est pas mauvais qu'il soit entendu par le plus grand nombre d'auditeurs possible. La fin, absolument étonnante, nous donne à réfléchir. En 1854, Dieu qu'il est charmant et paisible, le petit bourg d'Elgaden, dans le Hanovre. C'est un petit village de dessin animé avec des maisons à colombages, ouvrant leurs fenêtres à petits carreaux sur des rues étroites où tout le monde se connaît. La rue principale et la rivière qui la traverse d'un bout à l'autre en forment l'épine dorsale d'où partent la rue de l'école et la rue de l'église. Comme il se doit, les notables tels que le notaire et le percepteur, M. Hartmann, Meyer, l'unique commerçant du village, et le maire, habitent la rue principale. Le pasteur Jasper et le gros propriétaire résident un peu plus à l'écart, aux deux extrémités du village. Dans un village aussi calme, il suffit pour maintenir l'ordre et garantir la sécurité d'un seul policier. Un homme intègre, flegmatique et même bon enfant, qui s'appelle Bazman. Pour être percepteur, contrairement à une idée fort répandue, il n'est point nécessaire d'être un monstre, et le percepteur Hartmann en fait depuis toujours la démonstration, car il ne compte que des amis, formant, avec sa femme, un ménage sympathique et très uni. La femme du percepteur, Madame Charlotte, comme on la nomme, qui a perdu 4 enfants lors d'un premier mariage, a légué par testament en bonne et due forme sa fortune personnelle en cas de décès au fils âgé de 19 ans que son mari, le percepteur, a eu lui aussi d'un premier mariage. 4 années après ce testament, Madame Charlotte se trouve enceinte. En février 1854, elle en est au 7e mois de grossesse et se fait aider dans son ménage par sa fidèle et jolie bonne Augusta lorsqu'éclate le drame. Le soir du 16 février, comme tous les soirs, le percepteur, sa femme Charlotte et la bonne dînent tous trois ensemble dans la salle de séjour. À côté de la porte, dans l'entrée, est située à hauteur d'homme une petite fenêtre que le percepteur a l'habitude d'ouvrir pour converser avec les gens du village qui viennent le voir fréquemment. Imaginez une sorte de guichet. Et cette fenêtre, ce guichet, est entrebâillé. Vers 19h, le percepteur dit à sa femme qu'il doit sortir pour aller chez le commerçant Meyer changer de l'argent. « Bien, mon ami, lui dit Charlotte d'un cœur léger et sur le ton de la plaisanterie, mais puisque vous allez chez le marchand, profitez-en pour me faire un cadeau et surtout, revenez vite, vous savez qu'Augusta et moi avons un peu peur lorsque vous n'êtes pas là. » Il faut dire, chers amis, qu'1 mois auparavant, Charlotte et la bonne ont été très effrayées de voir à plusieurs reprises 2 visages patibulaires qui les observaient par la fameuse fenêtre. Les 2 hommes se sont enfuis lorsque leur surveillance a été découverte, mais, à la suite de cet incident, la bonne a fait un cauchemar dans lequel elle était égorgée ainsi que sa patronne par un couple de meurtriers. À Elgaden, en ce temps-là, et comme dans toutes les campagnes, on est plutôt superstitieux et les 2 femmes, depuis, craignent la solitude. Elles la craignent d'autant plus que monsieur le percepteur s'étant débarrassé le matin même du chien de garde, elles se sentent sans protection. Bien entendu, monsieur le percepteur se moque d'elles, mais promet de rentrer avant 21h. Hélas, il est à peine sorti qu'éclate une tempête de neige. Le vent, qui souffle en rafales terribles, lance d'énormes flocons contre les murs, aveugle et frigorifie les rares passants. Coincé chez le commerçant Meyer, monsieur le percepteur attend longtemps au coin du feu que la tempête se calme. Et,
Ce n'est que lorsque la pendule indique 21h35 qu'il décide, profitant d'une accalmie, de rentrer chez lui. Mais hier, le commerçant confirmera cet horaire. À 21h45, donc 10 minutes plus tard, M. Simon et sa fille Doris entendent le percepteur, leur voisin, crier dans la rue « Au secours! Au secours !» Ils se précipitent pour apercevoir dans la neige qui tournoie M. Hartmann, hors de lui, décoiffé, affolé, qui leur dit « Venez voir, c'est affreux! Venez voir !» Tous trois entrent alors dans la salle de séjour, où la lampe est toujours allumée, la table du dîner débarrassée, mais dès la porte franchie, ils butent sur le corps de la jeune bonne, étendue dans une flaque de sang. Monsieur le percepteur ne la regarde pas, se précipite vers une armoire qui a été fracturée, et puis brusquement, au moment d'y parvenir, le percepteur se retourne, et d'une voix à peine audible, déformée par la terreur, il demande « Mais ma femme, mais où est ma femme ?» On trouve la pauvre Charlotte nageant dans son propre sang sur le sol entre le canapé et la table. Le percepteur pose une main sur son épaule et gémit, paraît-il. « Ma pauvre chère femme, comme tu as dû souffrir. » Puis, devenu fou de douleur, il se met à sangloter. En quelques minutes, la maison du percepteur se remplit de monde. Tous veulent voir ce qui s'est passé. Et c'est dans la cohue que le médecin du village déclare que les deux femmes sont mortes. Leurs cadavres étant déjà froids et rigides, il pense qu'elles ont été tuées il y a déjà quelques heures. Car bien entendu, c'est un assassinat puisque les crânes sont fracassés et les gorges tranchées. L'argent personnel de monsieur le percepteur et les bijoux de sa femme ont été volés. Le vent est tombé, mais dans les flocons de neige qui continuent d'ensevelir Elgaden sous un manteau de plus en plus épais, monsieur le maire et son unique agent de police vont, une lampe tempête à la main, perquisitionner chez les suspects. Car il y a déjà des suspects. Oh, pas les notables, bien sûr, pas le notaire et le pasteur, le copropriétaire et le commerçant, mais la demi-douzaine d'individus malfamés qui vivent dans le bourg, cette demi-douzaine de brebis galeuses qui ne vont pas à l'église, qui ont des dettes ou qui boivent. Mais, après tout, il est normal de suspecter d'abord ceux qui ont déjà pour habitude de mépriser les règles de la vie en société, ceux qui sont connus pour ne pas respecter la morale ou la loi. C'est ainsi qu'un certain Bus, qui a été condamné à 8 mois de prison pour vol, est tout de suite soupçonné de ce crime. Certes, il a été relâché 4 mois plus tard en raison de sa bonne conduite, mais il n'a pas eu depuis de travail stable et de tout l'hiver, il n'a vécu que d'expédients. De plus, le dénommé Bus a des yeux noirs perçants sous des sourcils broussailleux, des cheveux noirs comme ailes de corbeau, ce qui est insolite à Elgaden, village germanique où tout le monde est blanc. Ce n'est pas tout. Le maire et son unique policier, Basman, n'ignorent pas qu'il fréquentait beaucoup ces temps derniers le boulanger Zigemer, alcoolique et tellement endetté qu'il ne pouvait plus tenir sa boulangerie dont le four est éteint depuis des semaines. Le maire et son unique policier ont beau fouiller chez l'un et chez l'autre, ils ne trouvent aucun indice. Mais le boulanger est allé regarder les cadavres de très près, tout le monde l'a vu. On aurait dit qu'il voulait s'assurer que les victimes étaient bien mortes. C'est louche. Quant à Bus, lui que l'on sait si bavard et si curieux, il n'a pas voulu se rendre sur les lieux du crime, prétextant qu'il ne supporterait pas la vue d'un spectacle aussi affreux. C'est louche. Le lendemain, lorsque le contrôleur de la police de Hanovre arrive à Elgaden, Bus vient d'être arrêté. Ce contrôleur de la police, connu pour être un criminaliste énergique et intelligent, s'informe des raisons qui motivent cette arrestation. Le maire lui explique que Bus, interrogé dans la nuit, prétend avoir passé la soirée entre 19h et 21h avec son ami le boulanger alcoolique. Or, le boulanger alcoolique affirme avoir passé la soirée chez le notaire. Et le notaire? Eh ben oui, le notaire confirme. J'ai vu le boulanger hier soir, mais celui-ci n'est pas resté longtemps, tout au plus une demi-heure. Le contrôleur de la police n'entend pas se contenter d'un témoignage aussi incomplet et décide d'entendre lui-même les habitants de la maison du boulanger. Des déclarations de ceux-ci, il ressort que Bus et le boulanger ont bien passé la soirée ensemble. Mais cela ne suffit pas au maire et à son unique policier qui répugne à relâcher leurs suspects. Chacun ayant vu la veille au soir comment les deux hommes étaient habillés, le contrôleur fait examiner leurs vêtements sur lesquels on ne découvre aucune trace de sang. En conséquence, le contrôleur de la police, qui s'efforce de garder son sang-froid, fait libérer le dénommé Bus. Mais la population d'Elgaden ne désarme pas. Elle tient Bus pour coupable. Qui a raison? Le maire et le policier d'Elgaden, qui connaissent leur population mieux que personne? Ou le contrôleur de la police, qui n'y a jamais mis les pieds?
Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, la petite ville d'Elgaden, qui tient le dénommé Bus pour coupable de l'assassinat de Charlotte, la femme du percepteur, et de sa bonne, ne désarme pas. Tout le monde sait quelque chose. Tout le monde veut parler au contrôleur de la police. Mais de cette accumulation de ragots sans fondement, le contrôleur ne tire rien de concluant. Lorsqu'il a décidé de faire libérer Bus, la population et surtout les notables ont été pris de panique. Il faut dire que Bus et son ami le boulanger profitent de leur liberté pour exhaler la haine que les bourgeois leur inspirent, pour se répandre en propos aussi peu fondés que calomnieux et proférer d'effrayantes menaces. Tant et si bien que le maire décide d'augmenter ses effectifs en adjoignant à son unique policier un auxiliaire du nom de Wide. Ce Wide est un ancien tailleur de pierre qui risque de n'être guère efficace au cas où il faudrait éventuellement repousser des criminels, car il a eu le bras droit fracassé en 1852 lors du concours annuel de tir. Lorsque le contrôleur de la police constate ce détail curieux, le maire lui répond d'abord qu'il n'a trouvé personne d'autre, ensuite que Wide pourra patrouiller la nuit dans le village, sa main gauche lui permettant tout de même de porter une lanterne. Notez bien ce détail, chers amis, il sera très important dans la suite de l'affaire. Jasper, le gros propriétaire d'Elgaden, qui a beaucoup d'argent, s'offre sa propre garde du corps. Il engage un valet qui devra veiller la nuit sur sa femme et sa fille. Ce valet s'appelle Brun. Et sa nomination amuse beaucoup Bus et le boulanger, qui déclarent que ce Brun ne leur fait pas peur. Il est très petit, un peu efféminé, avec des allures de seigneur. D'ailleurs, on le surnomme ironiquement le comte. Bien entendu, la population, sans arrêt, pousse à l'action le contrôleur de la police, qui, sous la pression des événements, promet une récompense de 100 thalers à toute personne dont les informations permettraient d'arrêter le ou les coupables. Mais si le coupable, ce n'est pas Bus, alors qui est-ce ? Moyennant quoi, ceux qui se croient plus malins que les autres commencent à se poser des questions, à émettre des hypothèses. Le contrôleur ne trouve-t-il pas étrange que la femme du percepteur ait été assassinée quelques semaines avant la naissance de son enfant? Le contrôleur a-t-il songé que si son enfant était né, le fils du percepteur n'aurait plus hérité? Le contrôleur ne s'est-il pas étonné que le percepteur se soit débarrassé de son chien de garde le matin même du crime? Est-ce que le contrôleur de la police a vérifié si le percepteur n'avait pas une liaison avec la petite bonne? Est-ce que le contrôleur de la police a envisagé la possibilité que le percepteur, ayant mis la bonne enceinte, l'ait tuée, et en même temps sa femme, pour écarter les soupçons? Bien entendu, le contrôleur de la police professionnel expérimenté n'a pas attendu pour envisager de lui-même toutes ces hypothèses. Aussi rend-il publiques les conclusions de son enquête à ce sujet. D'abord, vu la rigidité des cadavres, il est exclu que le percepteur ait tué les deux femmes en sortant de chez le commerçant Meyer, c'est-à-dire 10 minutes avant leur découverte. De même, il est exclu qu'il les ait tuées avant 19h, puisque le notaire à 19h, venu acheter du papier timbré, a vu les deux femmes, et le facteur les a vues à 20h, lorsqu'il est venu porter une lettre. Or, entre 20h et 21h35, il est exclu que le percepteur ait commis le crime, puisqu'il était venu chez Meyer. Mais ces conclusions ne conviennent pas à une partie de la population d'Elgaden, remontée par Bus et son ami le boulanger. Elgaden se trouve donc bientôt divisé en deux clans. Ceux qui estiment indécent, stupide, de suspecter des notables au-dessus de toute critique alors que la police a sous la main deux malfaiteurs évidents, et ceux qui estiment que la police se rend complice d'un complot monté entre les notables du pays et leurs valets, comme par exemple le facteur, pour fournir un alibi au coupable qui, de toute évidence, est le percepteur. Pour les uns, la police se rend coupable d'un crime social, et pour sauver la respectabilité des notables, couvre une combine. Pour les autres, le contrôleur de la police fait de la fausse démagogie. Quant à Jasper, le gros propriétaire, il s'en moque. Il obtient que Brun, son valet, devenu garde du corps, ait le droit de porter un pistolet. Un pistolet, vous notez bien ce détail, chers amis, vous le notez. Il aura son importance.
Enfin survient un fait inattendu. Le nouvel auxiliaire de la police, l'ancien tailleur de pierre, le Wyde, l'homme qui n'a qu'un bras, se présente un soir chez le maire plein de remords, l'air d'un chien battu. Il vient confesser qu'il a vu Bus et son ami le boulanger traverser ensemble le village en rasant les murs, le soir du crime, entre 19h30 et 20h. Il n'a pas osé en parler plus tôt, car ce soir-là, les deux malfaiteurs l'ont menacé, mais maintenant, il sent qu'il n'a pas le droit de se taire. Cette fois, les deux hommes, qui affirmaient avoir passé la soirée ensemble chez le boulanger, sont convaincus de mensonges, et le contrôleur de la police se décide à les arrêter de nouveau. D'ailleurs, l'auxiliaire de la police, l'homme qui n'a qu'un bras, ajoute encore un détail. La nuit suivant le meurtre, il a écouté en cachette sous la fenêtre de la chambre du boulanger et il a entendu ce dernier dire à sa femme « J'ai achevé la fille d'un seul coup, mais avec la femme ça a été plus long car elle s'est agitée longtemps. » Le contrôleur de la police, dubitatif, pour essayer de se faire une idée sur la crédibilité du témoignage de l'homme qui n'a qu'un bras, demande au maire et au pasteur ce qu'ils en pensent. « Oh, j'en réponds, dit le maire. Ce Wyde est un lourdeau, mais parfaitement honnête. Il a toujours eu une bonne conduite. D'ailleurs, lorsque je lui ai dit qu'il avait droit à la récompense de centenaire pour l'arrestation des coupables, il l'a refusé. »« Et vous, monsieur le pasteur ?»« Ah, j'en réponds, dit le pasteur. Je ne vois pas pourquoi un homme comme Wyde ferait un tel faux témoignage. Lui, un chrétien pieux, pratiquant, que je vois chaque dimanche à l'église. Alors que, vous voudrez bien noter, monsieur le contrôleur, Bus et le boulanger n'y mettent jamais les pieds. » Notez bien, chers amis, que les partisans de Bus et du boulanger ne désarment pas non plus. L'instituteur prétend avoir entendu le percepteur dire 3 jours après le crime « Heureusement que ma femme avait fait ce testament en faveur de mon fils, car j'étais au bout du rouleau. » Une vieille demoiselle affirme l'avoir vu dans une attitude indécente avec la bonne. Et surtout, on s'étonne toujours qu'il se soit débarrassé du chien de garde justement ce jour-là. Le percepteur a beau déclarer qu'il s'est débarrassé du chien tout simplement parce que sa femme ne l'aimait pas, cela ne convainc évidemment personne. Enfin, le point culminant de l'enquête est atteint lorsqu'on évoque les bavardages de la fille du boulanger, la petite Gertrude, qui a 4 ans. La fillette aurait déclaré que le soir du crime, son père et Bus seraient rentrés barbouillés de sang. Après qu'ils eussent vidé leurs poches d'une centaine de thalers, la mère aurait nettoyé les vêtements tandis qu'il faisait le récit du meurtre. Hélas, on ne peut plus rien tirer de l'enfant car sa mère, apprenant qu'elle avait bavardé, l'aurait battu jusqu'au sang. Ouah. Le contrôleur de la police voudrait bien arrêter la procédure car tout dans cette affaire lui paraît écœurant, quel que soit le clan. Les soi-disant témoignages, preuves et hypothèses ne lui paraissent ni suffisants ni très catholiques. Hélas, il n'y a rien à faire, et la machine va jusqu'au bout. Le percepteur étant protégé par l'alibi formel du marchand Meyer, c'est Bus et le boulanger qui, le 7 décembre 1854, comparaissent aux assises du Hanovre. Parmi les 12 jurés se trouvent 3 juristes, dont un ancien procureur. Bien que l'auxiliaire Wyde, l'homme qui n'a qu'un bras, s'embrouille dans son propre témoignage, bien que sa fille ne se souvienne pas de l'avoir vu sortir la nuit où il fit le guet sous la fenêtre du boulanger, on ajoute foi à ses déclarations en raison de sa bonne réputation. Bus et le boulanger sont donc condamnés à mort. La nuit qui suit le verdict, le boulanger se pend dans sa cellule, ce que chacun à El Gaden considère comme un aveu de culpabilité. Par contre, à l'indignation générale, Bus obtient que sa condamnation à mort soit commuée en prison à perpétuité. Mais le contrôleur de la police, bien que félicité par ses supérieurs pour son efficacité, garde la tête froide. Il apprend que la femme et les enfants du boulanger en sont réduits à mendier dans les rues d'El Gaden où personne ne les aide. Il se sent en partie responsable et de loin observe autant qu'il le peut tout ce qui se passe dans le bourg qui a retrouvé tout son charme paisible. Vous allez voir qu'il a raison, mais vous serez quand même surpris. Le 1er septembre 1855, un capitaine de cavalerie en retraite et sa jeune femme sont grièvement blessés la nuit par des coups de hache dans un village près de Hanovre. N'ayant pu tuer ses victimes, le criminel a dû prendre la fuite.
On soupçonne immédiatement l'ancien concierge de la maison qui a été renvoyé 2 mois plus tôt après une violente dispute. Là, j'omets volontairement un détail qui fera toute la saveur de cette histoire à la fin de notre récit que je vous prie instamment d'écouter jusqu'au bout. Le contrôleur de la police, qui n'a pas oublié le crime commis 18 mois plus tôt, se rend aussitôt à El Gaden chez les parents du suspect, emportant, bien caché sous son manteau, la hache maculée de sang abandonnée par le malfaiteur. Chez les parents, 2 vieillards plus ou moins abrutis par l'alcool, il parvient à la poser discrètement dans un coin de la pièce, puis après une longue conversation à bâton rompu, il semble la découvrir par hasard. « C'est à vous, ça ?»« Oui, répondent les 2 vieux. »« Vous êtes sûr ?»« Tout à fait. » Et pour prouver leur bonne foi, ils la décrivent avec soin. Le jour même, le contrôleur de la police fait arrêter leur fils ayant établi qu'il a quitté secrètement la maison pendant la nuit. Bien entendu, le fils présente un autre alibi. C'est vrai qu'il a quitté la maison cette nuit-là, mais pour se rendre dans un village voisin chez sa fiancée. Le contrôleur de la police retrouve la fiancée en question à Hanovre et constate qu'elle porte les boucles d'oreilles que portait Charlotte, la femme du percepteur d'El Gaden, la nuit du crime. Une perquisition met aussitôt à jour tous les bijoux de la malheureuse Charlotte. Le contrôleur de la police, sûr de tenir enfin le vrai coupable, est saisi d'une attaque. Et c'est dans un fauteuil roulant qu'il va assister au procès qui, le 15 septembre 1856, doit reprendre la procédure contre Bus. C'est ainsi que le policier voit de son fauteuil roulant tous les témoins qui accusaient le compagnon maçon se ranger désormais à ses côtés. « Bus ! Mais c'était un brave homme. Oh, d'ailleurs, c'était un travailleur. Oh, s'il a chômé tout l'hiver, c'est parce qu'il n'avait pas de travail. S'il allait souvent au café, c'est parce qu'il savait pas quoi faire, etc., etc. » Et le témoignage de Wyde, l'auxiliaire qui n'a qu'un bras. « Mais c'est le pasteur qui m'avait renseigné sur sa bonne conduite, déclare le maire. Mais c'est le maire qui m'avait dit du bien de lui, déclare le pasteur. » Non seulement chacun n'était renseigné sur la bonne conduite de cette fripouille que par ouï-dire, mais on apprend qu'après avoir hautement refusé les centalaires de récompense, Wyde les a ensuite réclamés à plusieurs reprises. Il m'a même proposé de les partager avec moi, déclare le policier Basman, quand je lui ai dit que je doutais de sa déclaration. Bref, on découvre que Wyde n'est qu'un parjure qui voulait toucher la récompense. On voit mieux encore. Une femme vient affirmer avoir vu Bus et le boulanger entrer dans la maison de Bus le soir du crime à 19h30 et n'en être pas ressorti. Elle l'a d'ailleurs en son temps précisé au maire, mais celui-ci avait négligé de le faire inscrire dans le procès-verbal. Tant et si bien que Bus est acquitté avec éclat de l'accusation de meurtre et libéré, tandis que Wyde reçoit 8 ans de travaux forcés. Maintenant, venons-en au procès du vrai criminel et à l'aspect vraiment exemplaire du dossier. Le criminel, qui a fini par avouer le crime d'El Gaden, et l'a décrit dans tous ses détails, est évidemment condamné à mort. Il sera exécuté 1 an et demi plus tard, et comme le rapportent les documents, ce sera un vrai carnage. Sur le haut de la colline où il devait mourir, le bourreau saoul et maladroit devra s'y reprendre à 4 fois avant de réussir avec sa hache à séparer la tête du tronc. Mais voici ce détail qui est presque l'essentiel. Savez-vous comment s'appelait le vrai criminel? Il était plutôt petit et efféminé, avec des airs de seigneur. On le surnommait le comte, et il s'appelait en réalité Brun. C'était l'homme que le gros propriétaire avait armé d'un pistolet et choisi pour protéger sa femme et ses enfants. Ainsi donc, dans le village d'El Gaden, la population perdant son calme avait accusé injustement le percepteur et le maçon, poussé au suicide le boulanger, condamné sa femme et ses enfants à la mendicité et engagé pour se défendre un parjure infect et le meurtrier lui-même. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont.
Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.